on va reprendre avec la troisième séquence de notre journée consacrée aux travaux du comité exécutif technique, donc qui est animé par François-Xavier. Merci François-Xavier. Et donc Jessie, qui a piloté ces travaux, puisqu'on présente les travaux de l'année passée, en duo. Donc je vous laisse la parole. On a une petite heure de travail, un peu plus. Merci à vous et bonne attention. Merci Yann, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués. Donc, comme vient de le dire Yann, on a 1 heure pour vous présenter les travaux de notre groupe. Donc, je rappelle, 21 participants, on a un groupe très important en termes de participation, à la fois en nombre de coopératifs, parce qu'il y en a 12 qui participent à nos travaux, et en nombre de collaborateurs. Mon rôle au niveau de l'animation du CET, c'est d'abord de rester proactif et optimiste. On est souvent, on a été un groupe qui était un peu pompier. Pompier, ça veut dire qu'on récupère des données administratives, des nouvelles contraintes et on essaie de les gérer. Et de plus en plus, et on le verra aujourd'hui, on essaie d'être prospectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous tomber dessus d'ici 5, 6, 7 ans et pour éviter de se retrouver dans le pompier. Donc on a 12 participations de coopératives, on en a parlé, des Ialis aussi qui participent avec nous. Oui, 8 réunions par an, c'est assez intensif. Et puis on fait un voyage d'études dont on vous parlera tout à l'heure. Souvent, quand je fais une conclusion de ces interventions, parce qu'il y a longtemps que je l'ai fait avec vous, j'insiste sur nos forces. Là, je vais introduire plutôt les forces et vous les rappeler. On a vraiment la chance de notre filière d'être unis. Dans le CET, comme je l'ai dit, on est tous présents. On a vraiment aussi une grande chance, c'est d'avoir beaucoup de données, de benchmark sur toutes les données de notre filière. Et puis, à chaque fois qu'on a des travaux, on est capable d'avancer ensemble. C'est-à-dire que, quelquefois, on a des échanges assez marqués, mais on a toujours su aboutir à prendre une décision commune que chacun a respectée. Et ça, c'est vraiment une force. Je vous propose donc aujourd'hui, par rapport à ce contexte, de voir 5 sujets avant de nous parler des actualités. Ces 5 sujets, il y en a un qui est prospectif. Donc, par rapport à ce que Yann vient de dire, vous verrez que ce sera un exercice à 4 voix cette année, parce que dans les sujets, surtout le numéro 3, on a besoin d'échanger avec plusieurs personnes. Premier sujet, donc la substitution biomasse. Donc, quelles sont les données? Tout à l'heure, le président Olivier disait le thème principal de notre réunion aujourd'hui, c'est le carbone. Donc, le carbone dans l'industrie, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, on a une feuille de route dans le CET, ça a été dit depuis l'usine de référence 2026. Donc, c'est d'être dans l'engagement que nous avons essayé de tenir. L'engagement filière qu'on a, vous le connaissez, hein, c'est 2/3 de réduction des émissions de CO2 par rapport à une référence de 2012. Et c'est quelque chose qui a été aussi révisé lors de l'année dernière, hein, lors du séminaire de mi-parcours. Alors, quels sont les résultats cette année? Hop. Alors, c'est une présentation que vous connaissez depuis des années. Vous le savez tous, 2024, c'est une année très humide, 38 de matière sèche. Il faut remonter à 2016 pour avoir les chiffres plus bas. Donc, une régression forte du taux de matière sèche depuis les 4 à 5 dernières années, liée aux 200, 300, 500 mm qu'on a pu connaître dans la campagne. En parallèle, on a une amélioration encore cette année du taux de substitution. Pour moi, c'est plutôt une surprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux outils qui ont été, à ma connaissance, mis en œuvre en 2024 pour substituer par rapport à l'énergie fossile. Mais aussi, c'était une année compliquée. On a consommé beaucoup d'énergie. En général, les plaquettes étaient très humides. On a tous souffert de problèmes d'approvisionnement parce que l'exploitation forestière était compliquée. Donc, le fait de se retrouver avec une forte consommation, des difficultés d'approvisionnement, plus des biomasses humides, arriver à ce résultat, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment plutôt remarquable dans le sens où on voit que le savoir-faire de nos équipes, même dans des conditions, des contraintes que je viens d'évoquer, il est réel. On parlait tout à l'heure de benchmark, d'indicateurs clés. Donc l'indicateur clé, c'est Yann qui le présentait. Donc l'objectif qu'on avait ensemble, c'était d'arriver à 130 kg de CO2 par tonne de produits finis. Donc par rapport à notre référence, on est en dessous depuis maintenant 3 ans. Alors c'est tout petit ici, on est à 0,06. C'est-à-dire qu'on a un résultat 2024 qui est de la moitié de ce qu'on avait imaginé en 2022. Malgré tout, regardez la quantité de CO2 qu'on a émis. Et là, on est lié à la pluviométrie en hausse.
Donc là, c'est le CO2 fossile et le CO2 biomasse. Donc on est en hausse. Bien sûr, quelles répercussions ça a sur les entreprises? C'est le coût. On a la conséquence de ces émissions, c'est qu'on a consommé beaucoup d'énergie cette année par tonne de produits finis par rapport à ce qu'on a connu depuis 3 ans. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur ce premier point. Donc une filière qui a un savoir-faire et qui progresse sur la substitution malgré des conditions humides. À voir ce qui se passera dans les années qui viennent, avec peut-être des meilleures conditions climatiques pour diminuer notre impact. Deuxième sujet, et là je vais passer la parole à Jessie, sur la partie émissions. Je garde la zapette. Alors, en 2023, on vous avait donc fait déjà la présentation sur l'atteinte de l'engagement filière en termes de biomasse et d'émissions de CO2. Et on vous avait mentionné que, OK, moins 90% de CO2 par tonne de produits finis, mais quelques préoccupations nouvelles, ou du moins des sujets émergents. Donc on voulait vous refaire le point cette année, puisqu'on n'avait pas fait l'année dernière, ce n'était pas vraiment l'objet de la journée prospective, refaire le point sur qu'est-ce qui a été fait sur ces sujets émergents depuis 2023. Donc on avait déjà identifié un impact potentiel sur les rejets atmosphériques ou sur le type de rejet, à la fois en termes de type de polluants, mais aussi en termes de concentration de polluants ou de flux. Voilà. Lié à l'emploi de la biomasse. Donc c'est une problématique qui reste à approfondir, ou un sujet qui reste à approfondir en 2025. En tout cas, ce qu'on a identifié, c'était un besoin de recenser les données de la filière pour que nous, Luzerne de France, on puisse connaître l'ensemble des rejets de la filière et pour pouvoir éventuellement communiquer auprès de l'administration sur ce sujet-là. Et on le reverra après parce que ça fait le pont avec le sujet sur la directive IED. Se préparer aussi à anticiper une révision prochaine ou future, on va dire, du BREF, c'est-à-dire du sujet, du grand sujet IED européen qui nous concerne depuis maintenant plusieurs années. Donc on a identifié le besoin de rassembler les résultats de rejet de la filière dans un tableau commun pour pouvoir donc mieux connaître nos rejets et vous pouvoir mieux communiquer et se préparer. Un autre sujet, c'est également les technologies qui sont applicables afin de prendre en compte les modifications liées à l'utilisation de la biomasse. Donc on a entamé déjà dès 2024 un travail sur le retour d'expérience sur les technologies qu'on utilise déjà aujourd'hui. Alors, quand on parle de technologie, on parle d'émissions atmosphériques et de potentialité de réduction par ces technologies, mais pas que. Ça doit aussi comprendre la part énergétique, quel est le coût énergétique de l'utilisation de ces technologies, et aussi éventuellement, pour certains types de technologies, la consommation d'eau. Je parle des cheminées laveuses en l'occurrence. Donc, c'est un travail qu'il faut qu'on poursuive en 2025. Là, il y a eu une décision aussi du CET de réactiver une étude sur la biofiltration des substances, biofiltration sur des substrats. Donc ça, on en parlera aussi dans la partie directive IED. Et on parlera aussi un peu plus tard du plan d'action en vue de la révision future du BREF. Donc là, il y a une photo sur la biofiltration. Donc c'était des essais qui avaient déjà été faits en 2019-2020 qu'il faut qu'on reconduise dans les années qui viennent. Et là, un cyclone ACS. Donc toujours sur la partie rejet atmosphérique, on a aussi travaillé sur les 2 dernières années sur une autre thématique qui est pas tout à fait liée au rejet atmosphérique, quoique, c'est qu'on peut avoir des rejets de type HAP avec un impact sur la qualité des produits. Et donc, on a travaillé sur ce sujet en relation avec les administrations. C'est plutôt un sujet HAP qui est plutôt derrière nous et qu'on a clôturé avec une publication scientifique qui a été présentée lors de la journée 3R en décembre 2024, qu'on voit ici sur la droite, avec Didier Coulmier qui apparaît en première page.
Mais on a été obligé d'engager des travaux sur d'autres substances, hein, notamment de l'anthraquinone, qui peut nous embêter également sur la qualité des produits finis. Donc ce n'est pas en lien direct avec les émissions atmosphériques, même si c'est quand même des substances qu'on peut retrouver dans les produits. Et on tient à rappeler aussi que dans le cadre du CET, il y a une décision qui a été prise pour pouvoir mieux maîtriser la combustion de la biomasse, de mettre en place des mesures de monoxyde de carbone sur chaque ligne. Voilà, et donc on voulait rappeler ici l'importance de mesurer le CO en ligne pour pouvoir améliorer et maîtriser la combustion de la biomasse. C'est important, pourquoi? Parce que ça fait partie des arguments qu'on a mis en avant auprès de certaines administrations, notamment la DGAL, pour montrer que la filière faisait tout son possible pour pouvoir maîtriser la combustion dans ces foyers. Voilà, donc c'est vraiment important de mettre en place ces mesures de CO. On avait identifié en 2023 aussi un impact sur les quotas de CO2 avec l'application de la nouvelle réglementation durabilité de la biomasse RED 2. Donc il y aura ensuite un volet RED 3 hein, dont la directive est en cours de transposition. Donc on vous en parlera, je pense, plutôt l'année prochaine. Donc je vous rappelle juste un petit peu le processus. Hein, je pense que tout le monde l'a un peu en tête, mais l'objectif c'était d'attester la provenance de la biomasse. Afin de garantir la réduction des gaz à effet de serre, ou du moins la limitation au plus bas possible des gaz à effet de serre. Donc il y avait aussi une notion de conformité à une analyse des risques qui était établie au niveau national. Bon, ça, c'est pas nous qui l'avons géré, hein, ça a été fait par d'autres instances. Et surtout selon un processus certifié. Voilà, c'est ce qui nous a beaucoup occupé hein, sur les 2 dernières années, c'est la certification de notre processus de fabrication pour pouvoir répondre à cette directive RED 2. Alors ça veut dire quoi? Ça voulait dire déjà être certifié, nous, en tant que producteurs de chaleur, mais également s'assurer que nos fournisseurs de biomasse sont aussi certifiés selon la directive RED 2. Ça nous a bien occupés jusqu'en 2024. Et voilà, avec une certification soit de BSVS, soit SURE. Et il faudra qu'on reste vigilant sur la parution de la transposition de la future directive RED 3. Comme je le disais un peu dans le groupe bois, mais ça concerne aussi forcément la production de luzerne, avec un gros volet sur les conflits d'usage. Voilà, avec une priorité donnée à l'utilisation du bois en tant que matière, et l'énergie arrive quand même relativement loin derrière. On a un sujet émergent aussi sur la gestion des déchets, avec le devenir des cendres de biomasse. Alors, ça fait plusieurs années hein, déjà que la DREAL nous talonne sur cette question. Je pense que ça fait au moins 3 ans. Et en 2024, on a pu travailler sur le sujet avec, comme on a l'habitude de le faire en fait, dans le cas du CET, c'est-à-dire que le CET prend la décision d'investiguer un sujet. Quelqu'un se désigne volontaire, en l'occurrence l'USEAL, pour pouvoir élaborer un modèle ou commencer à travailler sur le sujet avec la réalisation de mesures sur des cendres d'une usine. La démonstration de l'intérêt agronomique et de l'innocuité, donc ça c'est un travail qui a été fait en partenariat avec l'ASAE, avec Philippe Robert qui est ici présent. Et le dépôt d'un porté à connaissance donc pour un des sites de la filière, hein, qui est l'USEAL à Pont-Faverger. Voilà, et donc aujourd'hui, ce dossier il a été déposé, ou il est en cours de dépôt. Je regarde Hélène. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir ensuite démultiplier ce projet de portée à connaissance pour que chaque usine puisse obtenir une autorisation d'épandage des cendres. On avait en 2023, je crois, et puis poursuivi en 2024, essayé d'examiner toutes les solutions possibles qu'on avait pour pouvoir valoriser ces cendres de biomasse, et finalement on a choisi l'option épandage parce que c'était quand même assez difficile de normer des cendres pour pouvoir en faire un produit en fait. Donc sur ce sujet-là, on va attendre le retour de la DREAL pour pouvoir multiplier, mais l'objectif c'est qu'ensuite chaque usine puisse bénéficier d'une autorisation préfectorale d'épandage des cendres de biomasse.
En matière de combustion, donc, on avait identifié aussi une nécessité de modifier les réglages des lignes de process, de modifier éventuellement les savoir-faire aussi, et la modification des foyers. Donc il y a eu dans chaque usine, ça c'était pas forcément, en tout cas sur 2024, un travail du CET, parce qu'on avait plutôt travaillé sur la question avec LRD Process, c'était plutôt en 2023. Par contre, on a bénéficié d'échanges sur le recyclage arrière, sur la mise en place du recyclage arrière du foyer. Donc c'était Sun Daisy qui nous avait présenté son propre retour d'expérience. Donc ce qu'on peut noter sur ce sujet biomasse, c'est donc un engagement de substitution de 75% qui a été largement atteint, et on voit qu'aujourd'hui on est plutôt encore en évolution, donc à 86,7%. Avec quelques dossiers émergents identifiés, mais qui sont aujourd'hui plutôt derrière nous, à moins qu'il y en ait de nouveaux qu'on n'ait pas encore identifiés aujourd'hui. Et donc avec des travaux à poursuivre en 2025 pour aboutir à une maîtrise du changement généralisé sur les usines. Alors voilà pour ce premier point. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur la substitution de la biomasse et les sujets qui en découlent ? Clara, est-ce que tu peux... Quand vous parlez de caractérisation des cendres, elles ont été analysées au niveau un peu ce que ça pourrait apporter en cas d'épandage, s'il reste encore un peu des valeurs, quoi. Ouais. Ouais, PKMG. Alors en fait, je laisserai Philippe ou Hélène compléter. Philippe est là. Ouais. On a effectivement fait des analyses pour deux motifs particuliers, à la fois l'intérêt agronomique et à la fois l'innocuité, c'est-à-dire éventuellement le caractère polluant des cendres de biomasse. Mais je vais laisser Philippe répondre. Oui, alors la première chose qu'il faut regarder, c'est surtout l'innocuité. L'innocuité, aujourd'hui, on a un texte qui est d'application, c'est l'arrêté du 2 février 1998. Il y a aussi un projet de texte qui est dans les tuyaux, ça s'appelle décret matières fertilisantes et supports de culture, qui est beaucoup plus restrictif que le dossier du 2-98. On a montré que dans les deux cas, on arrivait à passer, mais sur le nouveau décret des MFSC, il faudrait qu'on passe avec des apports un peu plus faibles, mais quelque part, ça le fera. On aura du coup un temps de retour plus court. On pourra refaire des épandages beaucoup plus fréquemment. Et à côté, on s'est bien sûr assuré de l'intérêt agronomique. Donc on est sur ces produits-là avec des teneurs surtout en potasse. On a un petit peu de phosphore, un petit peu de magnésium, mais surtout de la potasse et très peu d'azote. Avec cet enjeu d'azote, on a un encadrement particulier, vous le savez bien, on est en zone vulnérable. Donc on a très peu d'azote, mais il faudra, c'est ce qu'on a mis dans le document, essayer d'épandre ces produits-là plutôt pendant l'été. Et sur le dossier qu'on a travaillé pour Ponfa, pour avoir un peu une idée, si on apporte 15 tonnes de cendres, donc après il faudra voir la teneur en matière sèche, mais sur l'exemple qu'on avait là, on peut apporter pas loin de 300 unités de potasse, donc il y a quand même un intérêt agronomique certain. Oui, ça fait, à cette dose-là, ça fait 10 hectares par an par usine. Et quelle est la fraction minérale par rapport à la biomasse? Ah, mais on n'a que du minéral. Ah oui, le pourcentage de... Alors, moi, je ne suis pas au niveau du process, mais au niveau du process, on m'a dit 1 ou 2%. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure le RED 3. C'est quoi l'impact, les échéances?
Alors, RED 3, la directive, elle est parue déjà sur l'année dernière. La France doit finaliser la transposition cette année. Donc, c'est encore en cours. Il y a un des grands sujets qui va nous intéresser et sur lequel il va falloir qu'on soit vigilant. C'est sur la notion de conflit d'usage, c'est-à-dire de hiérarchie des usages pour la biomasse. Donc, comme je disais tout à l'heure, la première utilisation de la biomasse, ce sera pour l'utilisation en tant que matériau. Et ensuite, il y a toute une série de typologies d'usage, la partie énergétique arrivant quand même relativement loin derrière. Donc ça, ça va être un point de vigilance par rapport à notre approvisionnement en tant que matière. Et en tout cas, dans la partie granulation de bois, nous, on travaille beaucoup sur cette question de diversification de la matière première en tant qu'intrant pour la granulation de bois. Mais peut-être qu'il faudra aussi à un moment qu'on se pose la question pour la partie agrocombustible. En termes de timing, la DGEC avait des objectifs, mais la France est déjà en retard par rapport à ce qu'elle avait annoncé. Et pour vous donner une illustration, les postes pour recruter les chargés de mission à la DGEC qui devaient traiter le sujet étaient encore ouverts en toute fin d'année dernière. Donc autant dire que on n'est pas dans un rythme optimum. Par contre, l'objectif de la DGEC, c'était d'avoir des choses à partir du mois de septembre de cette année. Donc, alors, des projets de texte, hein. On ne sera pas encore sur des textes validés. Mais les discussions ont commencé, sont en cours et je dirais c'est important qu'on suive le sujet. Donc, je vais passer au deuxième point, donc sa partie travaux sur les rejets atmosphériques, et un point d'étape sur les études qui ont été lancées en 2024. Donc, on a lancé deux types de travaux en 2024 sur la partie rejet atmosphérique. Le premier travail, c'est sur la conformité des rejets en composés organiques volatiles sous l'impulsion forte, on va dire, de la DREAL en Grand Est. Donc le constat, en fait, c'est qu'on a une problématique de non-conformité, on va dire récurrente, mais pas forcément récurrente sur toutes les usines, qui est plutôt ponctuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une usine qui est constamment en non-conformité, mais la DREAL a noté qu'on pouvait avoir des non-conformités de temps en temps sur la partie COV et nous a demandé de travailler sur le sujet. Donc c'est un sujet qu'on travaille depuis, je pense, 2020 ou 2021. On a fait, on va dire, plusieurs tentatives de démonstration auprès de la DREAL, qui n'a fait que cranter en fait les demandes depuis 2020-2021. Donc là, une des premières études qu'on a réalisées, c'est dès 2022. On a déterminé la proportion de COV biotiques, c'est-à-dire des composés organiques volatiles qui sont émis par le séchage de la plante. Donc c'est une étude qu'on a fait réaliser par le CITEPA. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, une grande proportion, donc de l'ordre de 80, voire même 96% des COV que l'on émet sont émis non pas par la combustion dans le foyer, mais par le séchage de la plante. Malgré tout, la DREAL n'a pas entendu cet argument comme étant suffisant pour démontrer l'absence d'impact sanitaire de nos rejets en COV et nous a demandé de continuer à travailler sur le sujet. Donc, ce qu'on a essayé de rappeler aussi, c'est qu'on a essayé de faire un historique auprès de la DREAL lors d'une réunion annuelle. Yann avait rappelé un petit peu la genèse et comment ça s'était passé au niveau des négociations à Séville quand la directive IED est parue. Donc, ce qu'on peut constater en tout cas aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de valeur limite d'émissions qui sont fixées par la réglementation IED pour notre filière. On a uniquement une valeur limite en poussière qui a été imposée par la voie de la réglementation française. Et il y a eu historiquement, il y a encore des valeurs limites d'émissions sur les COV, mais sur la partie directive solvant. Voilà, donc on avait essayé de rapporter ces arguments en disant nous, en fait, on ne comprend pas pourquoi on a une VLE en COV. Bon.
Et on avait demandé de supprimer cette VLE. Donc là aussi, on s'est vu recevoir un refus de la part de l'Adréal. Donc nous avons dû continuer à travailler sur le sujet. On a donc commencé à travailler l'année dernière avec l'APAV dans l'objectif de démontrer l'absence de risque sanitaire quand on rejette des COV au-delà de la valeur limite d'émission qui est fixée par la réglementation nationale, avec un objectif de disposer de nouvelles valeurs limites spécifiquement pour notre filière. Donc ça existe en fait dans la filière de fabrication de panneaux de bois. Donc on s'est dit pourquoi pas nous après tout. Et pour ça on a le soutien aujourd'hui de la DREAL Grand Est au niveau du service régional. Donc on a monté un programme d'études qui a été validé par la DREAL sur 2024. On a lancé 7 campagnes de mesures dans l'environnement autour de 2 sites qu'on a considérés comme étant représentatifs de la filière. Et donc en 2024, mais surtout en 2025, il faut qu'on poursuive l'élaboration d'études des risques sanitaires pour montrer que même si on va au-delà de ces valeurs limites, il n'y a pas d'impact sanitaire sur la population dans l'environnement des sites. Donc c'est un budget qui est quand même conséquent, 48 000 €, qui a été financé par LRD Process. En complément, on a également un objectif de démontrer l'absence de technologie de réduction à un coût acceptable. C'est-à-dire que dans la réglementation française, on peut demander au ministre de déroger à certaines valeurs limites, mais il y a des conditions. La première condition, c'est déposer ce fameux dossier d'impact sanitaire, d'absence d'impact sanitaire, mais aussi de démontrer qu'on n'a pas de technologies qui sont aujourd'hui disponibles à un coût acceptable. Donc ça, c'est des travaux que nous devons engager sur cette année. En fait, on a 2 études qui ont déjà été réalisées, mais qui datent un peu de 2007, de 2010, et qui sont un peu anciennes et qui surtout sont plus très adaptées à la combustion de la biomasse. Donc il y a une première étude qui va être réalisée par le CITEPA, qui est de recenser les méthodes de réduction des COV applicables à notre filière avec les caractéristiques de rejet qu'on connaît dans nos installations, que le CITEPA connaît aussi parce qu'on travaille avec eux depuis longtemps maintenant. Donc ça représente un budget de 23 000 € financé par LRD Process. Et une étude réalisée par Quali-Consult, qui est aussi un organisme qui nous connaît depuis bien longtemps, et dont l'objectif est de réaliser une recherche bibliographique des types de COV que nous sommes supposés émettre ou que l'on émet effectivement dans nos installations, parce qu'il y a des COV que l'on mesure, donc on sait qu'on les émet ou pas, s'ils sont à 0, mais il y a probablement aussi des COV que l'on ne mesure pas aujourd'hui, mais qu'on émet probablement. Donc avec un budget de 8 000 €. Donc ce qui est attendu en 2025, c'est la finalisation des 4 études de risques sanitaires par l'APAV, la finalisation des 2 études que je viens de vous présenter, CITEPA et Quali-Consult, la remise d'un rapport à la DREAL pour qu'ensuite ce dossier-là puisse être soumis à l'administration centrale, la DGPR pour ne pas la citer, et la DGEC également. L'objectif de tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même une finalité. C'est de pouvoir obtenir dès 2026 des nouvelles valeurs limites d'émissions en COV pour la profession. Pour que tout ça, ça détende tout le monde quand on a des valeurs de rejet qui sont un petit peu supérieures à ce que prévoit la réglementation aujourd'hui. Parce qu'on a, en tout cas depuis quelques années, une épée de Damoclès vraiment sur ce sujet au-dessus de la tête. Et ce n'est pas très confortable. Ni pour nous, ni pour la DREAL, qui continue, à chaque fois qu'ils viennent faire des visites sur site, à fermer les yeux sur le fait qu'on ait des non-conformités. C'est-à-dire qu'il y a un mot d'ordre qui a été passé au niveau des inspecteurs pour que ce sujet-là ne soit pas inspecté. Voilà. Parce qu'ils savent qu'on est en train d'étudier le sujet, parce qu'ils savent qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on arrive à démontrer qu'il n'y a pas d'impact sanitaire. Donc il faut vraiment qu'on continue à travailler sur ce sujet et qu'on arrive à le clore le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment l'objectif de 2025. Il y a un deuxième sujet sur lequel on a voulu travailler plus dans une optique prospective, on va dire, sur 2024. C'est de voir dans quelle mesure on pouvait mesurer la granulométrie de nos poussières. Alors pourquoi ?
parce que on s'est dit qu'on n'était pas à l'abri qu'un jour on nous demande de mesurer les poussières, mais en distinguant les poussières plus grosses, donc les poussières PM10, et les poussières un peu plus fines, qui sont les PM2,5. Et on a voulu regarder si c'était possible de le faire. Donc on a fait intervenir un cabinet qui est spécialisé dans les mesures de rejet atmosphérique, qui s'appelle Aeras Conseil. Ils se sont déplacés sur le site d'Almanche et ils ont fait plusieurs mesures. Donc ils ont fait à la fois la mesure de concentration des poussières totales, la détermination de la granulométrie. Ils ont fait plusieurs essais en fait avec 2 méthodes différentes, parce qu'on n'était pas sûr que les méthodes proposées allaient pouvoir être réalisables. Et puis ils en ont profité pour refaire un point aussi sur le pourcentage de poussière organique et minérale dans nos rejets, avec un coût de 12 700 € financé à moitié par la coopération agricole et à moitié par LRD Process. Donc, ce qu'on a montré, alors c'est pas tant les résultats que je voulais vous montrer que le fait que la mesure avait quand même été un petit peu difficile, parce que donc là, l'image que vous voyez, c'est la sonde de mesure. Et voilà, la première difficulté à laquelle Aeras Conseil a été confronté, c'est d'avoir une espèce de fibre, enfin, qui vient se coller sur la sonde. Alors pourquoi on vous montre ça? Parce que déjà on voit que c'est pas facile de faire ces mesures. C'est-à-dire qu'il faut quand même un matériel qui soit approprié, et il faut aussi que ce soit fait par des personnes qui ont l'habitude de s'adapter au cours de la mesure pour pouvoir éventuellement modifier leurs équipements pour pouvoir mesurer ce qu'il y a à mesurer. Voilà. Donc c'est pas forcément facile de faire ça par un organisme qui vient habituellement sur nos sites pour faire des mesures sur tout un tas de polluants. Il faut vraiment que ce soit fait spécifiquement pour mesurer les PM2,5 ou les PM10. Donc ce qui a pu être vu aussi, c'est qu'on confirme que 75% des poussières totales sont d'origine organique. On avait déjà fait un essai il y a plusieurs années, en 2015 je crois, bon, ça remonte à il y a 10 ans. Donc on confirme en fait ce résultat. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est que c'est la méthode qui a été mise en œuvre, donc c'est l'impacteur Anderson Mark III, avec donc plusieurs étages d'impaction des poussières pour pouvoir vraiment récupérer toutes les poussières et toutes les granulométries de poussière. Et il y avait donc une autre méthode qui avait été utilisée, qui a aussi fonctionné en fait. La conclusion qu'on en fait aujourd'hui, c'est qu'on peut mesurer la granulométrie des poussières. Mais néanmoins, voilà, on a préféré conforter en fait ces mesures en refaisant des mesures sur 2 autres sites sur 2025. Et on vous présentera ce projet d'étude dans la partie directive IED, parce que c'est directement lié à la partie directive IED. Donc voilà, terminé sur la partie rejet atmosphérique. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Allez, j'en pose une pour lancer la discussion. Sur les COV, je vois des mots comme VLE, risque sanitaire. Ça ressemble pas mal à la problématique qu'on a en anthrachinone. Donc la question, c'est comment la PAV procède pour évaluer le risque sanitaire? Alors, en tout cas, l'Adréal nous a vraiment demandé de faire la totale sur ce sujet-là. Donc la première chose, c'est ils nous ont fait réaliser des campagnes de mesure dans l'environnement. Donc on a choisi 2 sites. On leur a montré tout le panel de sites qu'on avait dans la profession, hein, pas que en Grand Est, puisque c'est vraiment une étude filière, hein, qu'on a lancée. Et on a déterminé 2 sites comme étant représentatifs de la filière au niveau de l'environnement local et du flux d'émissions de rejet atmosphérique. Et APAV est venu positionner 6 points de mesure qui n'ont pas été déterminés n'importe comment. Ils ont été déterminés par des modèles de dispersion en fonction de la rose des vents et des vents dominants. Donc on a plutôt positionné les points de mesure sous les vents dominants, et ensuite on a positionné d'autres points de mesure qui sont des points témoins et des points qui sont complètement à l'opposé,
au cas où, pendant les périodes de mesure, on avait des vents qui étaient contraires aux vents habituels. Et on a fait 7 mesures en tout pour couvrir l'ensemble de la production, à la fois luzerne, pulpe et bois aussi. Parce que l'Adréal avait insisté sur le fait qu'il fallait prendre en compte tous les types ou les grandes familles de production qu'on pouvait avoir. Donc ça a donné lieu à 7 campagnes de mesure qui ont été étalées de mai jusqu'à novembre, pour vraiment essayer d'être dans tous les cas de figure possible en termes d'avancement aussi de la campagne de luzerne. À partir de ces mesures dans l'environnement, l'APAV va élaborer déjà un type d'étude qui s'appelle l'interprétation de l'état des milieux, où en fait on regarde qu'est-ce que les rejets que l'on a étudiés dans l'environnement apportent en plus par rapport au bruit de fond qui est présent. Et à partir de ça, il passe la moulinette impact sanitaire, où il faut démontrer qu'on vérifie 2 critères qui sont liés soit à l'impact sanitaire systémique, soit à l'impact sanitaire cancérogène. C'est-à-dire qu'on regarde les deux types d'effets, du chronique et du non chronique. Donc ça, c'est la première partie de l'étude. Et ensuite, il y a une deuxième partie de l'étude qui est vraiment de l'étude à partir d'un modèle de dispersion. Donc, comme on le fait habituellement en fait, dans les études de risque sanitaire, c'est-à-dire qu'on part d'une hypothèse du flux qui est émis à la cheminée et on regarde comment ça se disperse avec un modèle de dispersion à partir de la rose des vents, toujours, donc plutôt en accent sur les vents dominants. Et on regarde de nouveau si on respecte les fameux 2 critères, impact chronique et impact cancérigène. Et l'Adréal nous a demandé, petite cerise sur le gâteau, de le faire que sur les enfants, parce que c'est sur les enfants qu'il y a le plus de problématiques en termes d'impact sanitaire, c'est là où il y a le plus de sensibilité. Donc ils nous ont plutôt demandé d'être très majorants en fait, sur les critères qu'on prenait en compte. On va dire que c'est plutôt pour nous un bénéfice, parce que ça veut dire que si au niveau de l'impact sanitaire, avec des hypothèses majorantes, on montre que l'on n'a pas d'impact, ce sera beaucoup plus facile de faire accepter notre dossier auprès des instances nationales que si on a été trop minorant. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment la dilution, à la fois basée sur des mesures réelles dans l'environnement et à la fois basée sur des modèles de dispersion. C'est pas sur le produit. Ah non, c'est pas sur le produit. Ouais. Tu pensais le lien avec la qualité du produit, non ? C'est ça. Exactement. Oui. On prend effectivement en compte la dilution. Alors, on la prend nécessairement en compte dans la première partie de l'étude, parce que les mesures dans l'environnement, c'est des valeurs réelles, donc elles prennent forcément en compte la dilution. Mais dans la seconde partie de l'étude, où on fait vraiment une étude de dispersion, effectivement, on prend en compte la dilution des substances dans l'environnement. Et on compare les 2 études, les 2 types d'études. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on regarde dans les 2 types d'études si effectivement on n'a pas d'impact sanitaire et si on respecte bien les critères qui sont définis dans le guide INERIS qui va bien. Alors, le 3e sujet qu'on va aborder à 4 voix, 3 voix, je ne sais plus, c'est 3. C'est la directive IED. Donc, je vais déjà passer la parole à Yann, qui va nous rappeler un peu le processus qui avait été mis en œuvre lors de la précédente révision du BREF, qui est notre document de référence qui découle de la directive IED. Donc, nous concernant, leur BREF, c'est pour Best References, donc les meilleures références, les meilleures techniques disponibles.
Et nous, on est rattaché à la filière Food, Drink and Milk. Merci Jessie. Donc, je reprends du service dans cette session, ça nous rajeunit un petit peu. On va revenir quelques années en arrière. Donc, cette référence, ce benchmark sur les industries agroalimentaires, on va dire, il est révisé comme tous les autres, à peu près tous les 10 ans, quand la commission se décide à siffler le coup d'envoi. Alors, si on attend qu'elle siffle le coup d'envoi, en général, on a des problèmes. Donc, nous, on avait déjà eu pas mal d'actions en 2014, au début on va dire, des frémissements des révisions de la nouvelle directive IED qui date de 2010. Et on avait préparé les choses avec le CET très en amont. Alors, c'est dans les succès qu'on a eus, puisque le dossier s'est bien terminé, mais je vais y revenir. On avait pu impliquer plusieurs groupes de travail déjà chez nous, en premier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mieux par rapport à un certain nombre de... Alors, ils appellent ça des Key Environmental Issues, donc par rapport à des préoccupations environnementales que peut avoir la Commission. Et comment est-ce qu'on évalue? Et surtout, on avait identifié un point, c'est qu'on avait un gros déficit de données centralisées du moins. Donc, on avait fait un référencement de tous nos sites, on avait regardé nos performances en termes d'émissions, puisque c'est le principal sujet, et particulièrement de poussière, et on avait surtout alerté le ministère de l'Environnement qu'il allait falloir faire un groupe miroir, parce qu'une fois que vous êtes devant la commission, je vais y revenir, c'est extrêmement compliqué d'agir, il faut absolument être prêt avant. Parce que la commission, elle, quand vous arrivez à Séville le matin, elle a 200 slides de conclusion, et celui qui n'est pas d'accord, il doit lever le bras. Donc il n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, c'est déjà trop tard, quoi. Donc la phase amont, la préparation, c'était vraiment la clé de la réussite du dossier. Et au bout de 6 ans, si je fais une ellipse, on peut constater qu'on est reparti de là sans aucune valeur limite, ce qui est quand même, sur 1200 pages, le seul secteur qui s'en est sorti ainsi. On a réussi derrière à faire produire par le ministère de l'Environnement un arrêté ministériel. Alors ça, c'était pas neutre, c'était pour pouvoir remonter ce qu'on avait dans notre réglementation nationale dans un arrêté officiel IED, ce qui n'a donc jusque-là été hébergé dans un arrêté un peu fourre-tout qu'on appelle 98, que vous connaissez, et où à l'annexe 18 était écrit que parmi d'autres filières, les fourrages déshydratés, c'était pas X, mais Y milligrammes. Donc c'était un peu fragile. Voilà. Donc là, on a pu remonter dans un arrêté national une valeur qui est de 200 milligrammes, qui est, il faut le dire, quand même 4 fois plus élevée que la moins exigeante des autres pays européens. Et on a aussi pris le soin de faire un arrêté ministériel parallèle parce qu'on a des activités non alimentaires, vous l'avez vu tout à l'heure avec le bois, de façon à couvrir aussi notre activité bois, puisque ce Food, Drink and Milk ne couvre que les activités agroalimentaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les années qui viennent? Je vous remets exactement le même slide, enfin je l'ai un petit peu dépoussiéré quand même, qu'on avait présenté en 2017. C'est des cycles, alors le précédent a duré 8 ans. Il a duré 8 ans parce qu'il y avait une nouvelle directive et que sur la partie agroalimentaire, on partait quasiment de zéro. Donc nous, on a pris une première décision structurante avec le CET en 2014, c'était de dire, on n'est pas décrit dans ce document. Donc on peut avoir 2 stratégies quand c'est comme ça. Vivons heureux, vivons cachés. Bon, c'est super. Ça marche jusqu'au jour où il y a un fabricant on va dire de sécheurs en flamme indirecte qui fait des performances meilleures que vous et qui s'impose ensuite à tout le monde. Donc c'était quand même un peu risqué comme approche. Ou alors l'autre, c'était de dire, nous, on fabrique de la luzerne déshydratée, on a des performances environnementales dont on n'a pas à rougir, on va... les décrire dans ce document et demain on fera référence par rapport à tous nos petits copains européens. C'est en gros ce qu'on a fait. Donc on a une base de travail. Aujourd'hui on est décrit dans le chapitre et le jour où le cycle va redémarrer, on devra être présent comme on l'a été en 2014. Alors le cycle, on peut le prendre où on veut. Si je le prends d'en haut, je crois que j'ai un truc rouge là. Voilà. Si on le prend ici, donc une fois que la commission donne le coup d'envoi, elle réunit ce qu'on appelle un groupe de travail technique. Alors, il y a 4 collèges là-dedans. Il y a les États membres, il y a les experts de l'industrie, il y a les représentants des ONG et il y a évidemment la commission. Donc, ça fait à peu près 70 personnes. Il y a une grande table en U qui fait à peu près 2 fois la taille de cette salle ici.
Et les gens se réunissent et on analyse les datas, on analyse un petit peu tout ce qui se fait et on arrête ce qu'on appelle les issues environnementales, donc les différents items sur lesquels on va être challengé. Donc il y a la performance énergétique, il y a les émissions, la consommation d'eau, tout ce qui peut concerner nos industries agroalimentaires. Donc, on avait en 2014 fait une collecte de données importante parce qu'on nous laissait choisir nos sites de référence, ce qui ne sera plus le cas les prochaines années, puisque maintenant, l'informatique étant là, on a un système centralisé où on va avoir toutes les données dedans. Donc, le risque est que les sites qui soient sélectionnés ne soient pas forcément représentatifs de ce qu'on peut faire, avec comme risque suprême, on va dire, le fait qu'à la fin, c'est les 10% de meilleure performance qui s'imposent à tous les autres sous 4 ans. Voilà. Donc c'est le risque principal. Donc avant d'arriver là, ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie. Est-ce qu'on intègre ou pas ce type de groupe? Alors il y a 10 ans, pardon, c'était plutôt évident vu qu'on avait tout à écrire, on avait intérêt à y être. Mais vous imaginez bien que sur un collège de 11 experts industrie, pour toutes les industries agroalimentaires, donc le lait, le sucre, la bière, ça dure toute la journée, vous n'avez pas un siège comme ça. Donc nous, la coopération agricole, on avait obtenu un siège par le COPA-COGECA, donc c'est European Farmer, c'est la représentation agricole européenne des coopératives et des agriculteurs. On n'avait que 2 sièges pour l'ensemble, donc c'est pas évident, donc j'en ai occupé un. Alors le souci, c'est que on peut écrire le chapitre fourrage séché, mais ça veut aussi dire que vous devez défendre tous les autres sujets des autres pays européens sur tous les secteurs. Donc c'est quand même assez considérable à faire. Dans 2-3 ans, quand ils siffleront le coup d'envoi, la question ce sera est-ce que c'est intelligent d'y aller? Qui y va aussi? Parce qu'il faut avoir un background reconnu par la commission. Et quelle sera notre posture, notre position. Donc, je ne vais pas décider à la place du CET, mais j'ai pas de mal à imaginer qu'on souhaite conserver autant que possible de 200 mg. On fera ce qu'il faut. C'est pas gagné. Mais si on part perdant, c'est sûr qu'on ne gagnera pas. Voilà. Donc, les enjeux sont là. Par rapport aux nouvelles issues environnementales sur lesquelles on peut être challengé, il y aura sans doute l'efficacité énergétique. On a fait beaucoup de progrès. Je ne suis pas trop inquiet. Il y a une valeur d'émission, on ne s'en rappelle même pas sur les sorties broyeurs parce qu'elle est à 20 mg et qu'elle ne nous challenge pas spécialement. Et il y aura surtout le risque de se voir imposer ce qu'il n'y a pour l'instant pas, c'est une valeur en poussière dans le bref. Voilà. Donc d'où l'intérêt, comme l'a décrit François-Xavier tout à l'heure, d'avoir une bonne connaissance et de partager nos éléments pour savoir où on peut se positionner. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc je pense qu'on est bon et j'ai pas besoin de vous décrire la suite puisque le chemin jusqu'aux conclusions, c'est essentiellement de la machinerie administrative, tout ça prenant pas mal de temps. Voilà. Merci Yann pour ce rappel. Donc effectivement, 2014, 2019, 2021, vous voyez, c'est un processus qui a pris entre 7 et 8 ans. Quel est l'enjeu? Donc, je pense que Yann l'a déjà dit, il a fait une bonne transition, mais aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est en partie le maintien de la valeur limite d'émissions en poussière qui est aujourd'hui fixée dans l'arrêté ministériel à 200 mg par normomètre cube. C'est aussi avoir une vigilance par rapport à l'imposition d'autres VLE atmosphériques et aussi que cette VLE poussière, elle passe dans la réglementation IED. Une nouveauté de la nouvelle directive IED, c'est qu'il va falloir que chaque société, usine émettrice d'émissions atmosphériques remonte des données d'émissions vers la Commission européenne. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de la directive. Après, on verra comment elle sera transposée au niveau français. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir définir les meilleures techniques disponibles existantes et de faire le lien avec les VLE qui sont les plus basses, techniquement atteignables et économiquement acceptables aujourd'hui en Europe. Voilà, donc on risque d'avoir donc une comparaison avec éventuellement d'autres confrères européens qui ne font pas forcément la déshydratation de la même façon que nous. Donc ça va être vraiment un gros point de vigilance de voir quelle remontée de données il va falloir faire et comment ensuite ces données vont être comparées à process équivalent. Un point de vigilance aussi qu'il faut absolument que le CET conserve en tête, c'est qu'il y a les rejets atmosphériques, mais il n'y a pas que les rejets atmosphériques. La directive IED, c'est une vision intégrée de la protection de l'environnement, donc ça concerne aussi l'eau, ça concerne aussi la partie épandage, énergie, etc.
Donc, quel a été l'objectif qui a été fixé par le CET en 2024, même si aujourd'hui c'est probablement un objectif, alors certes ambitieux, mais aussi qui a été fixé sans savoir exactement quand est-ce que la directive IED repasserait à la moulinette, mais c'est d'être prêt pour septembre 2027. Donc, quels sont les moyens à mettre en œuvre aujourd'hui ? Déjà, ce qu'on a déjà identifié, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'au niveau Luzerne de France, on puisse centraliser les données de rejet de la filière, en particulier sur la partie rejet atmosphérique, qui va quand même être un des plus gros sujets pour nous, et de réaliser des études prospectives pour pouvoir identifier éventuellement des nouvelles technologies disponibles qui permettraient d'améliorer la réduction des rejets atmosphériques, et que la Commission européenne pourrait nous imposer dans le nouveau bref. Et de poursuivre aussi les travaux sur les autres sujets. Alors oui, ça veut dire, donc là ce que dit Jessie, ça veut dire que si on veut maintenir déjà les 200, on doit commencer par se dire il ne faut pas qu'on nous impose une valeur dans le guide européen, puisqu'aujourd'hui il n'y en a pas. Donc c'est la valeur française qui s'applique. Et la France, elle, se lave les mains, elle dit je me réfère au guide européen. Donc pour ne pas en avoir, effectivement, on avait pris des engagements en 2017 sous la forme d'un alinéa de la directive qui permet de faire valoir des techniques émergentes qu'on s'engage à tester. Voilà. Donc on en avait cité un certain nombre. Il y en a qui ont été mises en œuvre d'ailleurs, à ma connaissance, notamment les multicyclones. On avait dit qu'on testerait aussi des biofiltres. Enfin, on avait mis 2 ou 3 annexes pour expliquer que nous arrivions dans le dispositif, qu'on avait beaucoup de différences aussi avec nos voisins européens, parce qu'entre les gens du Nord qui déshydratent, les gens du Sud qui irriguent, c'est un peu difficile de mettre la même règle à tout le monde. Et on avait dit, on essaiera quand même de faire quelques essais, et on vous revient donc à la prochaine révision avec ce qu'on aura avancé sur ces différents chantiers. Alors c'est sûr que sur ce point-là, si on n'a pas assez avancé et qu'on manque d'arguments, ça ne pèsera pas en notre faveur. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais on a quand même intérêt à faire montre qu'on travaille le sujet, parce que 200, c'est une valeur aujourd'hui qui est malheureusement stratosphérique. Donc les Espagnols sont à 50, les Italiens, je crois, 40. Les Hollandais, je suis allé les aider, ils sont à 70. Voilà, donc il faut bien avoir conscience quand même que la situation est fragile. Elle est défendable, mais elle est fragile. Ouais. Donc on a commencé au niveau du CET à travailler sur le sujet au mois d'octobre avec déjà un rappel de ce processus par Yann. LRD Process avait aussi recensé toutes les études qui avaient été faites sur les COV par exemple, et on avait décidé de tenir un CET dédié en novembre 2024 pour pouvoir élaborer un plan d'action. Donc en novembre 2024, on a rappelé l'ensemble des études qui ont pu être faites autres que les COV. On a notamment parlé de la biofiltration des gaz de cheminée et aussi de l'installation des cyclones ACS à Angenville. Et on a défini un plan d'action. Donc c'est pour pouvoir poursuivre déjà notre dossier COV, parce que c'est un dossier, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, qui va être aussi à l'appui de cette révision du bref. De réactiver des anciennes études en termes de réduction des COV, mais aussi la biofiltration, qui faisait effectivement partie des techniques émergentes qui avaient été identifiées en 2019. De poursuivre nos mesures de granulométrie des poussières que je vous ai présentées tout à l'heure. De travailler aussi sur la veille en matière de technologie, parce qu'avec cette nouvelle directive IED, la Commission européenne a mis en place une nouvelle instance qui s'appelle Insight, au niveau européen, donc à Séville, avec la mise en place d'un site internet qui va avoir pour objectif de recenser les techniques de réduction des émissions qui sont effectivement disponibles et opérationnelles au niveau européen. Donc il faudrait absolument qu'on puisse effectuer une veille technique et technologique sur ce sujet-là. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'on puisse aussi, nous, recenser au niveau Luzerne de France l'ensemble des caractéristiques de vos rejets en termes de concentration et de flux. Et puis aussi un point important, c'est de pouvoir se comparer aux autres déshydrateurs européens pour pouvoir anticiper les éventuelles futures valeurs limites qui pourraient nous être imposées à la baisse, bien sûr, parce que ça ira difficilement à la hausse en tout cas. Je laisse la parole à Benoît pour présenter la suite. Alors, pour 2025, donc, on a décidé de mettre en place un outil de suivi, puisque vous avez vu, c'est des cycles longs,
Et donc, il va y avoir un nombre d'acteurs significatif. On est en train de travailler, alors c'est un document qui est en cours de création, il va évoluer, mais on essaye de mettre en place quelque chose qui nous permettra de structurer les informations, de les suivre et de se rappeler en 2028, quand on sera en train de discuter avec la Commission, pourquoi en 2025 on avait décidé de partir à droite ou à gauche. Marche plus. Il est fatigué. Excusez-moi. On va passer à la main. Hop. Du coup, comme on l'a dit, il est important aussi d'avoir des informations au niveau de nos collègues européens. Donc, on a lancé un groupe de travail avec les collègues pour avoir un benchmark sur la profession. En particulier, Yann avait écrit une note en 2016 qui doit être remise à jour, hein, qui décrivait tous les éléments, qui s'appelle une bulk note, et qui a servi de base aux travaux. Donc on va remettre à jour cette note, et puis on va forcément poursuivre des travaux de veille à travers des visites de salons professionnels, des visites de sites qui bénéficient d'installations récentes. Et dans le cadre du CET, le voyage d'études sera en Allemagne pour aller voir en particulier les questions de gestion de l'énergie. Ils ont des choses qui sont très avancées et en particulier des approches qualité ISO qui feront certainement valoir lors des discussions. Donc c'est intéressant qu'on puisse voir comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils mettent en place. On abordera aussi la question de la gestion des poussières. Quand je leur ai signalé que ça nous intéressait, ils m'ont quand même signalé qu'ils ne voyaient absolument pas ce qu'était le sujet, sachant que leur limite réglementaire, elle est à 50 mg par normomètre cube. Pour la suite, donc, dans le cadre de la révision des brefs, les dossiers des COV sur l'impact sanitaire, Jessie en a parlé longuement, les études du CITEPA sur les technologies donc, de réduction des COV qui sont destinées à amener des argumentaires par rapport à l'administration centrale sur le sujet pour dire que ce n'est pas un sujet. Le guide, il y a un guide sur les émissions de polluants sur lequel la DREAL nous a demandé de revenir sur les facteurs d'émission. Donc là, il y a une révision de ce guide qui est en cours. Et puis, granulométrie des poussières, je n'y reviens pas. On a dit qu'on poursuivait les travaux avec des sites complémentaires. Et là, ce sont des choses qui sont financées par Luzerne de France et LRD Process. Il est nécessaire aussi d'investiguer sur un certain nombre de sujets, je dirais plus de recherche et développement, sur lesquels il est important qu'on définisse l'organisation. Donc, vous avez toute une liste de sujets là sur lesquels il y a des travaux qui ont été commencés, sachant que sur tous ces sujets, effectivement, il y avait une forte implication de LRD Process, donc il y a des questions d'organisation qui vont être soulevées. Le CET a bien suivi les sujets, listé les sujets. Maintenant, il faut voir comment on avance sur ces sujets. Un petit retour sur... Ouais, je vous fais un petit retour parce qu'on va vous parler du voyage 2025 et qui a un lien avec cette directive IED. Du coup, j'en profite pour vous parler du voyage qu'on a fait l'année dernière en Dordogne, qui a été organisé par Grasasa, qu'on peut remercier ici. Ce voyage, c'était vraiment l'occasion pour nous de découvrir déjà Grasasa et aussi d'autres secteurs d'activité. C'était vraiment très, très enrichissant pour nous. Et donc, sur 2025, se prépare un autre voyage un peu différent. Oui, donc voyage en Allemagne, en Bavière, Augsbourg, sur lequel on pourra voir trois usines qui ont différents types d'alimentation énergétique, dont des alimentations énergétiques. Alors, vous savez que l'Allemagne
des développements éoliens beaucoup plus importants que les nôtres et donc des prix qui varient. Et ils ont une des usines qui est alimentée avec un système d'IA qui décide du programme de production en fonction des tarifs de l'énergie, en fait. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même qui peuvent nous paraître complètement de la science-fiction, mais il y a peut-être des choses à apprendre aussi à ce niveau-là. Voilà. Et puis bien sûr, ce sera aussi l'occasion d'échanger avec nos collègues sur les éléments. Est-ce qu'il y a des questions-réponses sur ces éléments d'agenda ? Personne ne veut aller à Séville. S'il y a des volontaires. Peut-être qu'on peut aussi qu'on va vous en parler pendant au moins 7 ans. C'est pas fait. Moi, c'est un travail de très longue haleine. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au sujet suivant. Sécurisation filière. Bon, là aussi, c'est un peu un sujet de longue haleine. On vous en parle depuis 2020 maintenant. Donc, mais je crois qu'on va encore continuer à en parler. Donc, on voulait vous faire un point sur les actions engagées en 2024 par rapport à l'amélioration de la maîtrise des risques. C'est un sujet, je pense, qui est d'autant plus important que ça reste très en lien avec l'assurance de vos installations. Et je pense que si on continue à montrer qu'on travaille sur le sujet, ça reste un atout de taille. Donc je vous fais toujours un petit peu le même focus d'année en année. Je continue à amender. Donc en 2019, en fait, il y a déjà eu un constat de la part de l'assureur Groupama qui avait constaté une augmentation de la sinistralité, qui nous avait demandé de travailler sur le sujet maîtrise des risques. En 2020-2021, on avait élaboré un guide des bonnes pratiques et des fiches d'aide à la décision en cas de situation d'urgence. Et puis ensuite, d'année en année, on a construit un temps d'échange entre nous qu'on a reconduit donc depuis 2022, 2023, 2024, qui est une journée que l'on organise dont le thème est de partager le retour d'expérience entre nous de tous les incidents qui se sont produits sur l'année. Donc c'est vraiment une journée qui est très, très enrichissante. L'année dernière, on avait organisé en parallèle une formation gestion de crise. Et puis en 2024, c'était plutôt une visite d'entreprise. Et donc il y aura une reconduite de cette journée en 2025. Donc pour celle de 2024, donc, il s'est passé à la Bresse, parce que c'était à proximité du site qui a été visité. Il y avait une 50aine de participants. Donc des directeurs et des responsables industriels. Donc ça représente la quasi-totalité des entreprises adhérentes qui étaient présentes. Donc avec une matinée de présentation du retour d'expérience interne. Ce qui est intéressant, c'est que chaque coopérative en fait, vient présenter son propre retour d'expérience. Et ça, c'est très, très enrichissant. Et avec donc un objectif de bénéficier du retour d'expérience des autres sites pour pouvoir favoriser l'amélioration continue. Ça donne des idées en fait, d'amélioration dans chaque coopérative. Parce que certains ont pu être confrontés à certains incidents que d'autres n'ont pas, auxquels n'ont pas été encore confrontés d'autres coopératives. Et ça permet d'anticiper et de faire les modifications qui sont nécessaires. Donc c'est en tout cas une matinée qui est très appréciée et qui doit être reconduite. On voulait rapidement ici vous montrer un petit exemple, ce n'est pas forcément pour rentrer dans le détail, hein, mais montrer un exemple à ceux qui ne participent pas à ces journées du type de retour d'expérience qu'on pouvait faire. Donc chaque usine présente les incidents de l'année avec l'intitulé du sinistre, qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Donc là, on voit une explosion dans un ventilateur au niveau du refroidisseur à granulés. Et surtout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est surtout de voir quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre ensuite pour éviter que ce type d'incident se reproduise, avec un listing de toutes les actions préventives qui ont pu être listées par la coopérative en question pour éviter de se retrouver de nouveau confronté à ce type d'incident. Et donc, lors de la journée de 2024, il y a eu également une visite d'une usine de transformation du bois l'après-midi qui était aussi intéressante.
Bon, même si au final, ce n'était pas complètement axé maîtrise des risques, mais bon, c'était quand même intéressant que tout le monde puisse se retrouver à cette occasion. On avait fait faire un petit questionnaire à l'issue de la journée, et 100% des personnes étaient satisfaits par l'organisation et l'ordre du jour. Et la structure de la journée avec les interventions rapides du matin ont été notées comme étant à conserver. En tout cas, 100% des personnes ont répondu, donc il y avait 23 répondants, je ne l'ai pas marqué, sur une cinquantaine de personnes, donc déjà la moitié des participants ont répondu. Donc 100% demande de reconduite avec maintien du REX interne qui est vraiment considéré comme très, très important. Et un point fort qui a été apprécié sur l'année dernière, qu'on n'avait pas forcément fait sur les autres années, c'est qu'on avait réuni les participants la veille au soir, ce qui a permis en fait, à des personnes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver d'habitude de pouvoir échanger la veille voilà, autour de leur métier. Donc, ce qui est attendu en 2025, c'est donc 2 sujets. Donc déjà de compléter en fait le dossier sécurisation filière de 2020-2021 par la mise en place de modèles d'exercice de mise en situation. C'est un point qui est important de pouvoir montrer à la fois à l'administration et à nos assureurs qu'on continue à faire évoluer notre dossier filière, mais aussi de pouvoir maintenir les compétences des opérateurs en réalisant régulièrement des exercices de mise en situation et en essayant de balayer un maximum de sujets auxquels vous pouvez être confrontés en situation réelle. Et puis de reconduire la journée maîtrise des risques, comme ça a été fait depuis les 3 dernières années, avec donc toujours la partie retour d'expérience interne le matin et une visite qui se fera chez Sundaisy cette année pour l'après-midi, sur des thématiques qui ont été identifiées lors de la dernière journée. Donc voilà pour ce point sécurisation filière. Est-ce qu'il y a des questions? Et les estomacs qui gargouillent. C'est bientôt l'heure de manger. Alors un autre travail qu'on voulait vous présenter, c'est le plan de continuité d'activité. En fait, on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui illustre bien la manière dont on travaille au comité exécutif technique. Donc c'était une demande des assureurs et des courtiers en assurance, en Groupama en particulier, que l'on puisse disposer d'un plan de continuité d'activité. Donc le CET a décidé de travailler sur ce sujet-là avec une méthode qu'on applique habituellement, qui est qu'une des coopératives réalise un exemple. Bon, c'était l'USEAL qui s'y est collé. L'USEAL avait déjà commencé en fait à travailler sur le sujet et avait fait valider son exemple par Groupama. Et ensuite, on a créé un groupe de travail pour, à partir de ce travail réalisé par une des coopératives, de pouvoir élaborer un modèle qui soit duplicable sur l'ensemble des sites, qu'on a de nouveau fait valider par Groupama, et ensuite charge à chacun de le dupliquer, de dupliquer ce modèle sur chaque site. Alors, à quoi ça sert ce plan de continuité d'activité? L'objectif, c'est de pouvoir se préparer à l'éventualité d'une situation de crise. Et ce qu'on entend par situation de crise ici, ce n'est pas forcément uniquement les situations d'urgence qu'on connaît habituellement, mais ça peut être d'autres situations. En tout cas, ce qui a été acté au niveau de Groupama, c'était que nous, on se focalise vraiment sur les situations d'urgence que l'on connaît. Et pour ça, de pouvoir anticiper sur la gestion de la crise. Donc en identifiant tous les scénarios qui sont possibles, et en définissant à l'avance des mesures préventives et correctives pour pouvoir remettre en service ces installations le plus vite possible. C'est forcément ce qui intéresse beaucoup les assureurs. Et puis nous aussi par la même occasion. Donc c'est un travail qui a été effectué en groupe de travail, et je vous montre juste ici un exemple. Donc voilà ce qui a été produit. Donc on a listé ici, il y a juste l'exemple sur le séchage et le conditionnement de la luzerne, mais il y avait une vingtaine de scénarios qui ont été identifiés. Avec l'événement, ici, on a le sinistre entraînant l'arrêt d'une ligne de séchage du fait de la casse des réfractaires du four, avec la durée de l'arrêt. Les mesures pour assurer la remise en route, c'est la réparation des réfractaires. L'impact sur l'activité, c'est la non-récolte de la luzerne. On avait identifié à 1000 hectares par coupe. Et puis ensuite, tout un tas de mesures préventives pour éviter ou réduire le sinistre ou son impact. Et ce qui est intéressant
aussi sur cette partie, c'est l'ensemble des mesures correctives pour pouvoir minimiser l'impact. Donc, par exemple, fonctionner sur une autre ligne, travailler le dimanche, transférer les surfaces sur un autre site, la luzerne transférée sur des sites qui produisent du bois, etc., etc. De pouvoir déjà identifier à l'avance les intervenants internes et les intervenants externes auxquels il faudra faire appel pour pouvoir retravailler le plus vite possible sur la ligne de process. Voilà, et ça sur chaque scénario. Voilà pour le plan de continuité d'activité. Est-ce qu'il y a quelques questions avant de passer à la partie actualité et perspective du groupe ? Je repasse la main à François-Xavier dans ce cas. Merci Jessie. Donc dernière partie de cette matinée. Quels sont nos sujets ? Donc on vient d'en voir 6 en détail, mais sachez que, on vous l'a déjà dit, on a plein d'autres sujets qui nous importent dans le CET, avec quelques mots-clés. Le premier, c'est les relations avec l'ADREAL, ou tout ce qui est administratif. Deuxième mot-clé, c'est la fiscalité. Il y a aussi des éléments sur lesquels on est souvent benchmarké, où on a des contraintes par rapport à ces sujets. Ensuite, on a beaucoup d'éléments au niveau de la sécurisation, des dossiers un peu réglementaires, biomasse, notre expertise, les partages d'informations. On a toujours, on ne l'a pas cité aujourd'hui, des relations avec le CITEPA, avec d'autres organismes qui nous permettent soit d'alimenter nos réflexions, soit d'être des référents sur des dossiers particuliers. Et puis, ça a été évoqué, on a besoin d'échanger au niveau européen avec le COPA-COGECA, avec la CIDE pour avancer techniquement, pour aussi préparer le dossier. Bref. Donc ça, c'est tous les sujets qui, au cours des 8 réunions de l'année, reviennent régulièrement. Si on fait une petite synthèse rapide de ce qui a été imaginé donc, pour 2025, on a beaucoup parlé de COV aujourd'hui. Donc ça va être un gros dossier. Le deuxième, maîtrise des risques. On a déjà calé la réunion du mois de décembre. Il y a des mises à jour de guides qui sont en cours et de fiches. Le troisième, c'est le BREF. Donc là, on se projette, on l'a vu, peut-être à 8 ans. Le quatrième, c'est travailler en réseau, toujours, hein, pour alimenter le BREF. Ça a été fait, par exemple, Yann l'a pas cité, mais avec le monde du sucre, hein, de manière très régulière. Et puis, le cinquième, c'est de travailler avec un voyage avec les thèmes qui ont été évoqués, dans l'objectif de lancer aussi, au niveau de la CIDE, des échanges techniques qui n'existaient pas historiquement. Voilà donc la majorité de nos sujets 2025. La petite conclusion donc, que j'avais à tenir aujourd'hui, c'est de vous remercier de l'attention de 1h30 sur ces sujets. Ce n'est pas toujours facile. Remercier Jessie pour ces exceptionnelles années qu'on a passées ensemble au niveau du CET. Remercier Benoît. Vous voyez que la succession est assurée et que les dossiers vont être suivis sans aucun problème en continuité après les années de Jessie. Et puis remercier Yann aussi parce que tu nous cadres par moment. Tu nous donnes des budgets quand on en a besoin et quand on a besoin de ton expertise. Donc voilà ce que je souhaitais, pour conclure, partager avec vous. Merci à tous. Bon, alors je termine ces remerciements par François-Xavier, qui, alors on ne compte pas les années, ça ne se fait pas, mais qui est fidèle au poste. Il y a énormément de travail fait dans ce CET, j'en sais quelque chose. Et donc, je vais vraiment le remercier parce qu'il est toujours disponible malgré la charge qu'on connaît très bien, qui est celle d'un directeur de coopérative aujourd'hui. Donc, merci à François-Xavier. Merci à tous. Donc, on a parfaitement tenu le timing, donc je ne vais pas être trop bavard. Donc, on essaye de revenir à 14h. On a le plaisir d'avoir des amis qui viennent de très loin. Donc, on s'est engagé à terminer à 16h.